Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui, contrairement à la quasi-intégralité du paysage cinématographique, n'est toujours pas reportée et revient tous les mercredis. Aujourd'hui, on est au taquet, on est content, on est là, on est allé dans les salles avant 21h parce qu'on n'a pas le choix. Et je vais dire bonjour à mes copains. Salut Marwan. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Éléonore. Salut, on n'est même pas allé aux séances de 8h des MK2 et profiter des croissants. Je suis très déçue, je voulais mon croissant. Sachant qu'en plus les halles n'offrent plus le café depuis quelques temps. Ah là 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 là. Ça dépend, le mercredi ils le font pas tout le temps, c'est les autres jours de la semaine. Hein. Ah bon ? Parce que moi tous les mercredis, je sais pas pourquoi je raconte ça. Alors débat, les halles retiennent le café. On a Ellie qui va venir nous faire un coucou pour 2 films sur 3, c'est plutôt une bonne moyenne. Il arrive tout à l'heure. On va parler cette semaine de 3 films et 3 films dont 2 qu'on attendait beaucoup. On va commencer par Adieu les cons, le nouveau Albert Dupontel. On va également voir Miss de Ruben Alves qui pour le coup devait sortir la semaine prochaine mais a été avancé d'une semaine. GG les distrib. Et on va parler pour finir de Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky. On vous souhaite à tous une bonne écoute et on commence par Adieu les cons. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point ? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors ? Ça peut prendre du temps. Oui, c'est-à-dire j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Un film extrêmement attendu par le public, attendu par l'équipe également, attendu par tout le monde. Un film qui a failli être reporté, mais qui vient aujourd'hui, le 21 octobre, braver les salles. Adieu les cons d'Albert Dupontel. Alors, Adieu les cons, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Suze, donc Suze Trappé, qui est jouée par Virginie Efira, la merveilleuse, qui, à 43 ans, apprend qu'elle va mourir. C'est déjà moins sympathique, là on perd un petit peu le ton. Et du coup, elle réfléchit un petit peu à sa vie, à ce qu'elle a pu faire, et elle se rappelle que 28 ans avant, même si elle s'en rappelle quand même bien, elle a cherché à résoudre cette situation bien avant, elle avait dû, par le biais de ses parents, abandonner un enfant qu'elle aimerait beaucoup retrouver. Et là, se retrouvant dans l'urgence, elle décide justement de foncer aux services sociaux pour essayer de retrouver la trace de son marmot. Elle va croiser le destin de JB, joué par Albert Dupontel, qui lui est le vieux quinca qui malheureusement se retrouve à la trappe par une boîte qui veut toujours se moderniser et engager des gens plus jeunes, décide de mettre fin à ses jours, se rate, quiproquo entre les deux, il va devoir l'aider pour pouvoir justement prouver son innocence. Et donc va se mêler une espèce de conte, une espèce de quête, une quête maternelle, une quête aussi de rédemption, une quête sociale, plein de choses, comme souvent. Avec moi, une joyeuse équipe. Salut Marwan. Salut. Coucou Éléonore. Salut. Alors, je sais pas pourquoi on se dit salut étant donné qu'on se sera déjà dit bonjour tout juste avant, mais c'est... Ellie est là aussi. Coucou. Alors, on sort d'Adieu les cons, on avait tous beaucoup d'attentes par rapport à ce film, autant les uns que les autres. On a fait des rétrospectives, on s'est un petit peu replongé dans la filmo d'Albert Dupontel. Est-ce que selon vous, on peut être satisfait de ce qu'on a vu là ? Qui veut commencer ? Éléonore. Allez. Non, j'ai beaucoup aimé ce film, il y a une belle poésie tout le long et quand même il garde son côté très anard, on va dire, très anti-système. Déjà, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, il y a un espèce d'hommage, clin d'œil au magicien d'Oz, quelque part. Le personnage de Virginie Efira porte tout du long des escarpins rouges et elle est dans une quête, un peu comme dans le magicien d'Oz, et elle embarque avec elle tous ces personnages complètement cassés par la vie et inaptes à vivre en société. Et je trouvais ça très joli, alors que c'est quand même 2 œuvres qui sont diamétralement opposées, enfin c'est pas du tout le même style cinématographiquement, et je trouvais ça assez sympa, ça montre un petit peu la poésie du film. Outre cela, j'ai beaucoup aimé l'image. Il y a un vrai travail sur les couleurs, sur les formes, sur les cadres dans les cadres et qui donc montre un petit peu comment ces personnages se sont enfermés dans une société. Il y a un casting de malades et chaque petit rôle est parfait. Enfin, c'est des espèces de petites scénettes génialissimes, quoi. Et tout ça pour dire qu'il y a une espèce de... on est dans une société où il est très compliqué de s'exprimer et de communiquer, et il essaye vraiment de recentrer sur l'essentiel et l'amour quelque part, que ce soit l'amour filial, l'amour entre plus classique, on va dire, et c'est vraiment un très beau film. Oui, alors c'est vrai que tu cites la panoplie de personnages qui les accompagnent. C'est vrai que du coup ça nous permet à ce moment-là de citer un petit peu quelques rôles secondaires. Donc on a une scène qui s'entame sur ce cher Bully Lanners. Donc évidemment Dupontel ramène les copains comme toujours. On a Philippe Huchon qui est là, on a Michel Vuillermoz qui est là en patron de la police, qui a
des scènes qui avec n'importe qui d'autre auraient paru ridicules. Et on a pour l'accompagner ce cher Nicolas Marié qui est là depuis les débuts. Et comme tu le dis, des personnages qui sont aussi très atteints par la vie puisqu'il joue un aveugle qui va les aider dans sa quête alors que justement il fait plein de choses que normalement il ne pourrait tout simplement pas faire, mais bizarrement ça marche. Et alors utiliser la panoplie de copains comme il le fait souvent, est-ce que ça fait qu'on tombe dans la redite et qu'on a l'impression de voir juste un film de Dupontel, ou est-ce que justement il arrive à les utiliser pour faire autre chose? Ellie, tu as l'air de vouloir rebondir là-dessus. Oui, et je voulais surtout rebondir en fait sur ce que dit Eleonore avec le magicien d'Oz, parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé cette comparaison aussi qu'il fait dans le film entre le film de Fleming et le sien, et ça va même plus loin que ça parce qu'en fait elle c'est la seule à porter des couleurs vives dans un monde où tout le monde est en noir et blanc, genre ils sont tous en costard, très entreprise, tout le monde est vraiment mais genre dans une société. On est tous dans une société où on est complètement numérisé, on fait plus attention aux gens. Et je trouve que tout le film tourne autour de ça en fait. C'est un film sur la maladie, mais pas, c'est que tous les personnages sont malades, que ce soit donc Ephira qui va mourir, l'aveugle joué par Nicolas Marié, mais aussi en fait Dupontel qui symbolise un peu toute la société qui est malade numériquement en fait. Tout le monde vit derrière un écran, toute la mise en scène passe d'ailleurs à travers des fenêtres, des vitres, des écrans. Le film commence par un plan derrière avec la caméra qui passe derrière un écran, et on comprend que le but de ça c'est de montrer comment cette société-là est complètement rongée et qu'il faut réussir à jouer des codes qu'elle propose tout en continuant à vivre nous-mêmes, à l'image de cette séquence finale qui est quand même bouleversante et qui montre, dans lequel Dupontel justement arrive enfin à agir sans son appui électronique. Et je trouve que c'est un film qui du coup joue très très bien sur cette dimension-là, qui est aussi donc qui est une belle histoire de maternité. On a toujours ce rapport à l'enfant, au fait de désirer un enfant qui irrigue toute la filmographie de Dupontel et qui là revient de plus belle avec cette mère qui doit retrouver son fils qu'elle a laissé sous X. Et bon, le film souffre de quelques lourdeurs à quelques endroits, c'est un peu le message des fois dit un peu trop de manière un peu trop grossière on va dire, mais il y a quand même une espèce de force symbolique qui nous porte tout du long et qui nous bouleverse en fait. On peut pas rester indifférent je pense face à cette aventure de la vie au crépuscule de la mort, alors que la mort approche pardon. C'est vraiment sincèrement beau et voilà, et je pense que Dupontel arrive encore une fois à surprendre malgré le fait que, comme tu dis, il aurait pu tomber dans la redite avec le casting ou les thématiques etc. Il arrive à se renouveler et à garder une mise en scène qui est toujours aussi dynamique et créative. Et ça fait plaisir de voir ça, franchement, on ne peut que se réjouir que le film ait été maintenu à aujourd'hui. C'est vrai que tu parles du fait que Virginie Fira porte des couleurs vives en faisant justement un personnage qui est extrêmement positif alors qu'elle est quand même à un certain crépuscule mais qu'elle veut se battre pour avancer. Il y a un autre personnage qui est montré comme ça, alors on va pas trop dévoiler parce que ça ferait avancer pas mal dans l'intrigue, mais c'est une autre femme justement qui est donc le personnage justement dont le fameux fils que l'on cherche est amoureux. Et il y a un moment où justement on voit ça et on voit que le personnage se détache et que c'est un personnage positif, c'est que on la voit dans le métro et on voit tout le monde qui regarde son téléphone et elle est en train de lire un livre. Et c'est assez important de voir ça justement parce qu'il fait un long travelling justement où il nous montre tous ces gens qui sont super connectés et elle qui choisit quand même, pas forcément un retour au papier, mais en tout cas d'aller plonger dans autre chose et de pas être enfermé là-dedans. Et je trouve que justement ça en fait un personnage intéressant. Marwan, toi justement, en sortant de la salle, tu me disais qu'il y avait quand même des gimmicks que tu retrouvais un peu trop. C'est ça, je trouvais que le film retrouvait, on va dire, ses arcs de base, c'est la manière dont Dupontel prend ces personnages et il les fait jouer ensemble, il les fait se rencontrer, il les fait vivre des aventures. Je trouve que ce passage-là a déjà été fait et refait par Dupontel. Et il a un peu un côté grand guignol qui est parfois fascinant, mais qui me laisse toujours un peu en dehors du film. Et même si je l'ai apprécié dans tous les cas. Et je trouvais au départ que c'était un énième Dupontel dans le sens où il retrouvait ses mêmes mimiques, ses mêmes gags, son même humour, ses mêmes inventions de mise en scène qui pour le coup sont toujours assez appréciables à voir. Mais je trouve que après 50 minutes, 1 heure, il y a quelque chose qui se dévoile. Je trouve qu'il arrive à transcender son sujet, il arrive à transcender ce qu'il souhaite raconter, ce qu'il a toujours raconté, pour proposer quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus marqué. Et c'est dans ce thème du langage qu'il entame, je trouve, un virage qui permet au spectateur une identification assez profonde, et moi ça a été le cas. Et je trouve qu'à partir de là c'était grandiose. Et donc voilà, donc il y a ce côté où c'est un film que j'ai bien aimé, mais que c'est du Dupontel, il y a des trucs dont je suis pas super fan, mais
il a réussi à atteindre quelque chose d'exceptionnel vers la fin. Je suis assez d'accord, mais c'est vrai qu'en effet, il y a quand même au final une remise en place de tout ce qu'on aime dans son cinéma. Je pense aussi pour cueillir son public, pour réussir à l'attirer, même si c'est beaucoup plus calme. On n'est pas face à Enfermé dehors, on est dans le cartoon complet, et même par rapport à quelque chose comme 9 mois ferme, que j'avais trouvé déjà moi beaucoup plus calme que ses précédents. Là, on a une mise en scène qui est beaucoup plus assagie, même si des fois il y a des coups d'éclat, il y a des choses, notamment dans les dialogues, où ça essaye de rester cocasse, et comme le disait Eleonore, justement les vindictes sur le corps policier par exemple, ou même les attaques anti-système, oui, là c'est du Dupontel, et on sent quand même le côté anard qui est là, mais on voit aussi un auteur qui mûrit, qui grandit, qui fait évoluer son art aussi, et qui essaye justement de faire de la mise en scène beaucoup plus classieuse. On sent que Au revoir là-haut a peut-être joué aussi un rôle là-dedans, et que même si, contrairement à ce que beaucoup disent, il n'est pas en train de... Enfin, même si on peut avoir l'impression qu'il repart dans son petit cinéma intimiste, au final, c'est presque la rencontre entre les deux. C'est des sujets qu'il a déjà touchés et qui vont toucher justement à l'humain, mais insérés dans le grandiose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup, inutile de dire que j'ai quand même beaucoup aimé le film. Il y a quand même quelque chose à ajouter, c'est je trouve l'interprétation assez exceptionnelle qui pareil de Virginie Fira, qui dès la 50e minute, dès qu'elle je sais pas si on doit le dire, à la 50e minute, ouais, en gros Attention, alerte spoil. Elle devient tout bonnement solaire, totalement incroyable, elle est investie, on sent qu'elle a encore une fois passé un cap comme le film a passé un cap, et ça c'était très fort. Bon, en fait, il n'y avait pas d'alerte spoil, du coup, Marwan a été bien. Oui, Virginie Efira est hallucinante. Alors, c'est malheureusement pas une surprise, hein. Virginie Efira, c'est quand même un cadeau qui nous est tombé du ciel un jour dans le paysage français, et on se prend des claques à chaque fois qu'elle joue quelque part. Rappelez-vous que l'année prochaine, elle sera chez Verhoeven et qu'on va encore se foutre à genoux et chialer. Et, Ellie, tu as un petit doute sur la prestation de Virginie Efira? Non, mais elle a joué dans Police il y a pas longtemps quand même, faut pas oublier, c'était pas terrible. Hein. Non, mais c'était pas sa faute, ça, pour le coup. Après, oui. Alors, il faut pas choisir les scénarios d'Anne Fontaine, ça on lui a déjà dit, mais... Non mais par contre, donc oui, je veux pas remettre en question la performance d'Efira que je trouve aussi très 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 aboutie. Moi je voulais parler d'un truc aussi qui m'a marqué, c'est un peu le rapport au temps dans le film, avec ce côté, le passé qui revient en boucle. Là, le rapport exactement à la mémoire avec toute la première scène donc d'Efira qui a cette espèce de flashback de sa jeunesse. On a tout le rapport au médecin qui a Alzheimer. On a toute la scène où l'aveugle doit reconnaître son quartier et les archives aussi, oui, exactement. Il y a les archives, il y a le moment donc il est en voiture et qu'il essaie de se rappeler de son quartier, mais en fait on voit que tout a changé globalement et que c'est très très triste en fait. On voit le monde qui évolue. Et il y a un autre plan qui est très très évocateur aussi, c'est le moment où Efira se parle à elle-même sur le parterre d'une église, où en fait l'arrière-plan est terrifiant, je trouve. C'est que quand elle est en contre-champ quand on est en champ sur elle, dans le fond il y a que des gens en costard en train d'être au téléphone. Et de l'autre côté, il y a un champ de construction en fait avec comment on appelle ça en gros une machine qui est en train de soulever de la terre et d'essayer de ratiboiser tout un terrain quoi. Et du coup moi je trouvais cette scène vraiment flippante avec elle qui est sur l'église qui est un symbole de tradition d'un ancien temps, et tout autour d'elle le monde qui a complètement changé, qui est un peu dépassé au milieu de tout ça et qui essaye de survivre et je trouve que ça donne encore plus cette espèce de côté un peu fantastique au film, un petit peu ce côté conte. Il y a vraiment une espèce de décalage permanent et qui renforce l'attachement qu'on va avoir pour ces personnages-là qui essayent de trouver ce qui compte pour eux, de s'en sortir en fait. Beaucoup d'émotions, on le voit. Visiblement tout le monde a l'air d'avoir quand même plutôt bien aimé le film. Bon, on ne saurait que vous le conseiller, c'est sûrement le dernier très très grand film de cette fin d'année. De toute façon, tout est reporté. On espère encore avoir de bonnes surprises. Marwan, tu as une contre-indication? Oui, ce sera pour la suite. Je vois ce que tu veux dire, on va en parler tout de suite. On va d'ailleurs parler des autres films de cette semaine. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est garçon? Voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? Devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Oh, t'as achevé. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ils vont te recaler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. Autre sortie de la semaine, et une sortie qui
en tout cas nous enthousiasmer bien moins qu'Adieu les cons. Miss de Ruben Alves, avec Alexandre Wetter, Pascal Arbillot, toujours là évidemment, Isabelle Nanty, Stéphie Selma, pas mal d'autres personnes. C'est l'histoire donc d'Alex, un petit garçon qui à 9 ans se fait le rêve de devenir un jour Miss France. Alors évidemment Alex grandit dans des conditions assez particulières et il se retrouve bien plus tard à se dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie et pourquoi je n'accomplirai pas ce rêve. Donc du coup il décide de passer le concours des Miss France, aidé par une famille recomposée totalement puisqu'il n'y a personne qui a des liens du sang avec lui et qui va l'aider à sa façon. Et la supercherie va-t-elle passer? Va-t-on découvrir qu'Alex est un petit garçon très androgyne au milieu de toutes ces femmes? C'est le sujet principal de Miss qui cache plein de thématiques de fond dont on va parler. Et c'est très compliqué d'en parler, donc du coup je vais laisser mon comparse Ellie commencer. Il a l'air ravi de le faire. Ah, tellement. Il les cache. Message à nous-mêmes, le vent ne veut pas qu'on parle du film. Ellie. Le vent a raison. Oui. Non mais oui, j'ai pas trouvé ça très très bien franchement. En fait alors ok, le concept de base de cette idée du garçon qui veut devenir Miss France, c'est intéressant comme concept. Mais c'est intéressant comme concept. En fait, je trouve que le film a beaucoup de mal à évoluer avec ça. Au début, ça essaie de jouer un petit peu justement sur le contexte avec lui qui a grandi bien sûr et qui est dans cette espèce de famille, comme tu disais, recomposée, très hétéroclite avec il y a beaucoup de monde de milieux différents, dont Thibaut de Montalembert en trave, c'est la meilleure idée du monde franchement peut-être. On est d'accord. Avec un caméo particulier aussi dans le film qui fera rire. Je n'ai pas envie de le révéler parce que pour le coup c'était une bonne surprise. Oui, puis c'est très très iconisé quand ça arrive, donc oui, ça fait quand même toujours plaisir de voir ça. C'est peut-être le pic de mise en scène du film. Et non, sinon pour le reste en fait ça a le cul entre à peu près 1500 chaises sur ce que ça veut faire. Ça veut d'un côté donc raconter cette belle histoire de tolérance. En même temps ça veut taper un petit peu sur le concours de Miss, mais sans trop le faire non plus parce qu'il fallait quand même le soutien du comité pour que le film se fasse. Donc voilà, parce que on sent que le film a envie de faire des choses, mais il les fait pas très très bien et il va jamais au bout. Du coup c'est assez ennuyeux, sincèrement. La mise en scène n'est pas terrible non plus. Il y a des moments où le côté un peu dénonciation de la superficialité du concours ou des travers que ça peut avoir est plutôt intéressant quand ils essaient de faire des clips promotionnels des Miss qui vont dans une station d'épuration ou dans une station où il y a les poubelles là, qui sont traitées. Voilà, c'est un peu rigolo. Le décalage, l'humour marche plutôt bien, mais dans l'ensemble c'est quand même assez terrible. Et en fait le film se met rapidement à devenir un défilé de tous les poncifs qu'il faut éviter en fait dans ce genre de film. C'est que déjà je pense que le film va s'adresser essentiellement à un public de personnes déjà convaincues par le message de tolérance. Donc tout le côté les proches qui vont se mettre à douter, et puis ensuite le soutien qu'il faut réussir à récupérer, tous les doutes qui vont l'accompagner et qui sont amenés avec une lourdeur, mais c'est terrible, hein. Enfin, à ce niveau-là, moi j'avais envie de dire mais fais un régime film, ça ne va pas. Non mais en fait ça devient très très fatigant, très éreintant et on veut que ça s'arrête parce que on sait très bien tout ce qui va se passer de la première à la dernière seconde dès que la trame est lancée. Et même si l'acteur principal est vraiment convaincant, je crois que c'est son premier rôle je crois au cinéma. Et alors, franchement chapeau parce qu'il tient très très bien le film de bout en bout. Notamment à la fin où il y a son grand moment lors de l'élection de Miss France, mais c'est à peu près tout quoi. Enfin, on n'en retiendra pas grand chose et je trouve que on va dire oui c'est important, c'est un sujet nouveau qu'on amène sur la scène cinématographique, oui, mais faut que la qualité suive derrière. La tolérance c'est gentil, mais la tolérance pour la tolérance ça fait pas forcément un bon film, et là on en a une preuve un peu regrettable quoi. Je te rejoins pas mal là-dessus. C'est vrai qu'après, en termes de performance, je trouve qu'en plus c'est ça le problème, c'est qu'on sent qu'il y a des intentions parce que tout le monde est plutôt bon. Je pense à même Pascal Arbillot qui m'exaspère à chaque fois que je la vois parce que je la vois beaucoup trop, mais elle est investie, elle est habitée par le rôle, elle sent qu'elle a un message à faire passer, elle est là même. Tu parles de Thibaut de Montalembert, c'est ça, parce que je veux pas confondre, pas dire des conneries dans son nom, qui est très bon là-dedans et ça fait plaisir de le voir justement autre part que dans 10%. Je pense aussi à Isabelle Nanty qui a même un très beau passage de révélation où son monologue est beau. Le problème c'est qu'il arrive un petit peu de nulle part. Et c'est vrai qu'en effet moi j'ai un souci à me poser la question de qu'est-ce qu'a voulu dire le film, parce que moi je me suis beaucoup identifié à Nanty qui justement passe son temps à accuser constamment tu vois, c'est le côté le concours des Miss, c'est quand même
l'asservissement de la femme puissance 10 000. Et ça, elle nous le fout frontalement dans la gueule, et elle le dit régulièrement, elle envoie chier tout le monde quand on lui dit ouais, bah, il faut qu'elle dise ça pour plaire et tout ça, c'est la première à dire, mais allez vous faire foutre, elle est pas obligée de le faire. Et je suis assez d'accord avec elle. Et c'est vrai qu'après, bon, je vais pas dire qu'elle retourne sa veste, mais elle balance le deuxième message du film qui lui semble tout aussi important, qui est, d'un autre côté, bah, si la personne a envie de faire ça et que c'est son délire, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Du coup, voilà, le film est un petit peu à demi-mot en train de nous dire bon, le concours des Miss, c'est quand même pas terrible et ce serait bien d'arrêter ce genre de conneries, et ça je suis assez d'accord. Et d'un autre côté ils te disent ouais, sauf que si ça plaît à des nanas et qu'elles ont envie de le faire, bah on doit pas les empêcher de rêver, on doit pas les empêcher d'exister. Du coup, quel est le message en effet ? Après, là où je trouve qu'il y a une critique intéressante, c'est à travers le personnage de Pascal Arbillot, pour le coup, où on la voit constamment quand même être oppressée par les dirigeants de l'émission et de la chaîne, alors qu'elle essaie juste de faire son travail pour que ça soit le mieux possible. Et je trouve que son évolution apporte un côté un peu grinçant, on va dire, à la vision de ce monde-là. C'est un peu trop light, mais voilà, je pense que ça confirme un peu une sorte de critique quand même de l'émission, enfin, et du concept des Miss, du moins de la manière dont c'est géré en coulisses en fait. Oui, bah c'est vrai que ça aurait été intéressant de développer un petit peu plus ce point-là, parce que c'est vrai qu'on voit ce personnage qui lui veut moderniser la vision des femmes qu'on a en utilisant le concours des Miss, en se disant bah ça peut être des porte-paroles aussi intéressants pour plein de messages féministes à faire passer, et pourquoi pas utiliser ça, sauf que d'un autre côté, quand elle leur demande d'atteindre aussi des quotas de beauté, des quotas de grâce et des quotas de vision de la femme, en se disant vous devez être belle, vous devez être gracieuse, et attention, hein, une femme c'est pas comme ça, hein, c'est comme ça. Et donc au final, elle leur demande de rentrer dans ce stéréotype-là pour faire passer ces messages derrière, mais en leur disant surtout rebellez-vous à la fin. C'est très maladroit, et on voit ce que ça essaie de faire, mais ça le fait pas très très bien. Je vais me tourner vers Éléonore qui l'avait vu il y a quelques temps. Et du coup, là, c'est pas forcément très frais dans ta tête, mais tu as peut-être des choses à rajouter à tout ça. J'aurais pas forcément grand chose d'intéressant, j'étais assez déçue. Je l'ai vu en mars, c'était ma dernière séance avant le confinement, youpi. C'est un film qui est très décousu, qui est très cliché, on comprend les intentions, mais ça suffit pas quoi, enfin, pour faire un bon film. Miss, bon bah pas un grand film malgré de bonnes intentions, mais ça suffit pas. Hein. Tutti ammirano il vostro lavoro, migliore di Raffaello, migliore di Leonardo. Siete il migliore. Michelangelo, divino. Sono incapace di controllarvi. Michele, la voglio! Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze. Dernier film dont on va parler cette semaine. Un film pareil qui était attendu mais qui a une sortie bien plus discrète, et on est là pour le mettre en avant, Michel-Ange de Andrei Konchalovsky, un film italo-russe, avec dans le rôle de Michel-Ange Alberto Testone, avec également Jacob Dill, Francesco Codiello, et évidemment plein d'autres mondes. Alors Michel-Ange, on ne vous le présente plus, artiste complet, peintre reconnu. On va pas citer ses œuvres, entre le David, la Pietà, le plafond de la chapelle Sixtine, donc grand homme d'art, grand homme historique. Est-ce qu'on est face à un biopic complet ? Est-ce qu'on est face à une partie de sa vie ? Je vais laisser Marwan et Éléonore, qui ont vu le film, nous en parler, nous le présenter, nous pitcher un petit peu tout ça et nous donner leur avis. Ok, faut que je commence. Michel-Ange est un film qui se déroule dans un moment assez, on va dire, unique dans la vie du peintre. C'est quand il termine la chapelle Sixtine et doit sculpter plusieurs sculptures pour la tombe du pape qui vient de mourir. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, les Médicis prennent le pouvoir et ils se retrouvent entre deux familles et entre plusieurs arts, plusieurs sculptures à honorer. Et dans tout ça, je trouve que c'est un film extraordinaire. Je le dis 3 fois parce que c'est... Vous remarquerez les accents circonflexes que Marwan arrive à retranscrire à l'oral. C'est ça, extraordinaire. Mais ouais, dans le sens où c'est un film qui ne se veut pas que beau, c'est un film qui ne se veut pas que impressionnant, c'est un tout. C'est cette idée d'enjeu pictural, cette idée de savoir construire un plan, une image et savoir raconter quelque chose. C'est pas que pour l'esthétique. Et pour faire une comparaison très rapide, j'aime beaucoup
par exemple dans cette idée de travail pictural The Revenant parce qu'il y a vraiment une intention, mais c'est pas toujours nécessaire. Alors que dans ce film-là, à la différence, le réalisateur arrive à toujours faire des plans magnifiques qui racontent 30 000 choses et qui sont nécessaires. Et c'est très rare ce genre de films qui ont cette exigence esthétique. Et dans tout ça, ce que j'ai beaucoup aimé aussi également, c'est savoir comment il a traité ses acteurs. Je trouve que chaque acteur sont un parfait mélange entre un jeu peut-être actuel, mais en même temps un jeu qui raconte. Oui, j'ai trouvé que c'était un film passionnant. C'est un film qui est absolument maîtrisé, mais vraiment dans le moindre des détails. Bon, déjà, premier truc, c'est génial d'avoir un biopic qui soit pas complètement romancé et qui traduit vraiment les problèmes qu'était l'art au XVe siècle. Du coup, ça se passe au XVe siècle. Le mec est un génie, mais en même temps, il doit faire avec des problèmes pragmatiques, à savoir, faut aller chercher du marbre et c'est compliqué parce que c'est lourd et que ça demande... Enfin, il n'y avait pas toute l'électricité et compagnie, donc il fallait trouver des moyens de le faire et trouver les hommes pour le faire, etc. Donc ça prend du temps et ça prend de l'argent. Ensuite, il y a les problèmes politiques. Donc, comme on a dit, il est un petit peu le cul entre deux chaises. Donc, quand on commence, la chapelle Sixtine a été commandée par le pape Jules II, qui donc fait partie de la maison Rovere, je crois que c'était ça, qui était à l'époque une des maisons les plus puissantes, forcément, puisque le pape était l'homme le plus puissant de l'époque. Et il doit construire son tombeau. Et dans tout ça, il y a tout d'un coup les Medici qui arrivent et qui prennent le pouvoir et donc ils deviennent les nouveaux commanditaires de nouveaux projets, donc des constructions de statues pour des temples, pour des églises, etc. Et il est un petit peu coincé entre tout ça, lui il veut juste faire du beau, mais il est obligé de faire attention à tous ces problèmes politiques, parce que c'est deux maisons rivales, et il se retrouve... coincé dans une espèce de violence économique assez forte, mais qui touche du coup la vie des gens, pas que économique. Et en plus, ce qui est très bien fait dans ce film, et c'est vraiment génial, donc au niveau de l'histoire, on voit l'Italie du XVe siècle qui était dégueulasse. On n'a pas l'habitude, à chaque fois qu'on représente cette époque-là, on voit qu'un petit peu le côté beau, princesse et compagnie, alors qu'en fait, c'était, d'un point de vue hygiénique, pas top. Les gens, ils balancent leur merde dans la rue, les gens, ils crèvent tôt, il y a des chiens... des chiens sauvages, comme la loi apparemment c'est pas trop ça, on peut tuer pour un oui, pour un non, et puis c'est tout, et c'est comme ça. Et c'est hyper bien, et c'est très violent, et c'est hyper bien montré à l'écran. Outre cela, il y a un travail sur le cadre qui est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Donc c'est un format pratiquement carré, et à chaque fois on comprend un petit peu les problèmes de perspective qu'a ce génie, parce qu'à chaque fois, la perspective est compliquée, à chaque fois elle est un peu bouchée par une montagne, par une falaise, comme les villes en Italie sont en général sur des monts. Quand on est dans la ville, on voit pas forcément très bien le ciel, il y a très peu de fois où on voit le ciel, et je pense qu'à chaque fois c'est à des moments intéressants où le peintre, le sculpteur réfléchit à des possibilités dans un moment où il est plus avec lui-même, on va dire. Il y a un travail fait sur la couleur, donc en général, c'est comme la plupart des œuvres sont des sculptures, dans ce film-là en tout cas, il y a un travail fait sur le blanc. Tout est blanc, gris, terre, un petit peu comme du marbre du coup, et c'est très beau à voir. Il y a je sais pas si tu veux relancer, parce que je suis lancée là. Je suis lancée. Il y a un travail fait alors sur le casting on est à 100% italien, et il y a quelque chose qui se ressemble. Donc, il y a des moments où ils parlent très fort, ils parlent beaucoup avec leur main, et ça fait pas ridicule du tout, on sent que c'est vraiment pensé pour. Il y a du coup un petit côté quelque part commedia dell'arte où les visages sont excessifs, où les barbes sont du coup proéminentes, et les visages sont filmés pour qu'il y ait du contraste, et c'est très bien pensé, et tous les acteurs sont excessivement beaux. Plus que ça, alors à la toute fin,
Je spoile pas, ça ne spoile rien. À la toute fin du film, il y a des photos, des œuvres, des sculptures de Michelangelo, et notamment des gros plans sur des visages, sur des mains, et à chaque fois, chaque gros plan a été pensé pour faire penser à d'autres séquences du film où on comprend que le peintre s'est inspiré de choses qu'il voyait au quotidien, d'une fille qu'il a rencontrée dans son histoire, dont il a observé pendant très longtemps les mains, les visages. Ce film est vraiment hyper précis et c'est passionnant à regarder. Alors, on a Ellie qui n'est pas là, il a dû partir, mais il m'avait laissé des petites fiches en me disant, surtout il m'avait parlé d'une scène moi qui m'avait marqué, bon là vous me donnez envie de voir l'intégralité du film, ce qui me convainc encore plus. Il m'avait parlé du coup de cette fameuse scène où ils doivent escalader avec ce bloc de marbre énorme, descendre, il m'avait. Et du coup il m'a comparé ça, et vous allez pouvoir me dire si ça se sent ou pas, à Fitzcarraldo de Werner Herzog. C'est justement où ils doivent faire passer l'intégralité d'un bateau et que pour les besoins du film, ils l'ont fait. Que quelqu'un veut justement rebondir là-dessus, ouais, rapidement, mais dans cette idée qu'il y avait vraiment cette tension, ce travail du gros, c'est que, on sentait quand même l'implication, parce que en gros c'est un bout de marbre immense que on n'a jamais transporté autant, et c'est pour une lubie de Michel-Ange qui pour lui doit rester intact, il doit être transporté pour pouvoir faire son œuvre, parce que lui pense que dans la création il n'y a rien qu'à ça, cette idée de vouloir transcender le beau, essayer d'atteindre une certaine perfection, se rapprocher de ça, et c'est cette idée que ce beau détruit cet enfermement, crée des victimes, parce que il y a cette idée où il y a des choses qui ne sont pas, on se rend compte dans tout ça que Michel-Ange se détache un peu de cette réalité du déplacement qui va créer des accidents terribles. Et il y a un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté, c'est le traitement de la politique. Il y a cette idée où on part du point de vue du peintre. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que ce peintre qui est considéré comme un génie absolu, il a certes ses folies, mais on ne se concentre pas sur ça, on se concentre sur les conséquences de cette réalité donc politique, qui lui à chaque fois qui lui frappe en plein cœur régulièrement, ou parce qu'il ne sait pas les affronter, où il doit toujours essayer de négocier. Et dans tout ça, je trouve qu'il arrive toujours à être juste, à être d'une justesse incroyable. Et aussi j'apprécie beaucoup l'emprunt, et je dis bien emprunt au théâtre, à plusieurs reprises, qui ne vont pas alourdir l'histoire, mais au contraire lui donner toute une grandeur, je trouve, toute une grandeur. Et par exemple, tu as juste l'ouverture où tu as une lecture qui met en plus du texte, qui met en place la situation du personnage, la situation politique, et après on le voit passer en train de crier des âneries parce qu'il est énervé pour plein de choses, et à ce côté ça fait penser souvent au théâtre, c'est le premier personnage qui va d'une façon ou d'une autre introduire tout seul l'histoire, introduire tout seul ce qui va être la pièce de théâtre. Et dans tout ça, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours juste dans ce qu'il choisit, dans ses images, dans tout ça. Et pour ça, il faut vraiment le voir. Je voulais juste rajouter un petit... Quoi ? Ouais, il y a des chatons. Il y a des chatons, c'est trop bien. Il y a la comparaison, justement, donc, entre ce qui est très important, cet énorme bloc de marbre, parce qu'on comprend très vite qu'en fait... c'est un énorme bloc de marbre qui est appelé le monstre par tous les personnages du film, parce que c'est exceptionnel, et on comprend vite qu'en fait le monstre c'est Michel-Ange, et qu'il s'identifie. Il y a de nombreuses scènes où on le voit pensif à côté de ce marbre, et il a besoin d'être à côté de ça. D'ailleurs, il y a une scène qui est très marrante, la première scène dans Les Carrières, où il est censé dormir dans un château, comme c'est un génie reconnu, donc dans une chambre luxueuse, on va dire. Et ben non, le mec il se casse en plein milieu de la nuit pour aller dormir sur la falaise à côté d'un bloc de marbre, et je trouve ça juste génial pour parler du personnage. C'est exactement ça. Et du coup je voulais un petit peu rebondir sur la comparaison avec d'autres peintres de l'époque. Donc on voit Raphaël et un troisième dont je me souviens plus du nom, et c'est un petit peu pour montrer la spécificité de Michelangelo, qui lui en fait incapable, il est génial, et c'est pour ça qu'il arrive à fonctionner économiquement.
mais sinon il serait incapable parce qu'il n'a pas du tout le sens diplomate. Enfin, il est pas. Alors qu'à côté de ça, on voit un Raphaël jeune qui est bien habillé, qui sait s'entourer, qui sait trouver le bon filon pour faire la bonne chose, qui est d'ailleurs, je pense, tout aussi doué que Michelangelo quelque part. Et le troisième qui est moins connu et qui est du coup moins doué et qui se débrouille aussi très bien. Et je trouve ça ça montre du coup la folie du génie et c'est génial quoi. C'est ce que je voulais ajouter à tout ça, c'était la manière dont ses plans, où il arrivait à amener la vie, à créer une sorte de profondeur de champ incroyable, de dimension folle, en faisant passer des personnages avec des brebis, avec des chèvres par-ci, par-là. En fait, sa vie constamment, tout est au millimètre près, mais c'est totalement naturel. Et ça crée vraiment, je trouve, au film une dimension encore plus grande qui, je trouve, permet vraiment de recréer, comme si on avait un casque 3D, les lieux, les décors, on ne peut qu'y croire. Michel-Ange, visiblement, de ce que vous me dites, un immense film pour un immense artiste. Ça ne peut que bien tomber. Et évidemment, une sortie qu'on vous conseille énormément. Allez au cinéma. C'est la fin de l'émission. Une émission plutôt courte. On a parlé de 3 films. Couvre ça à peu près une 40aine de minutes. C'est pas mal. Attention, faut pas s'habituer non plus. 3 films donc, qui sont sortis, 2 films qu'on a vraiment beaucoup aimés, un beaucoup moins, mais il y avait aussi d'autres sorties, des sorties que nous avions vues à Deauville, donc on va pas forcément vous en parler, mais vous allez avoir les liens vers les épisodes. Je pense évidemment à Peninsula de Yeon Sang-ho, à Petit Vampire de Johan Sfar et à Last Words de Jonathan Lasseter. Nosseter. Excuse-moi Marwan, je lis mal mes fiches. Mais on vous conseille surtout Last Words. Et je vais très vite retirer le micro à Marwan parce qu'il va repartir en diatribe. Il a beaucoup aimé. Et nous aussi de toute façon. Last Words, un autre film à voir de cette semaine. Peninsula si vous voulez voir la suite du Dernier Train pour Busan. Mais on vous l'a bien déconseillé. Après, soutenez les cinémas, allez voir des films. On va passer à la petite section reco. Est-ce que vous avez vu quelque chose dont vous avez envie de parler ? Grâce aux promotions de Potemkin, je me suis procuré le film Requiem pour un massacre, que j'ai vu assez vite et que j'ai trouvé tout bonnement exceptionnel. Je pense que c'est un de mes films préférés de tous les temps, dans le sens où il arrive à aborder c'est un des plus grands films de guerre au monde, et il arrive à aborder ce sujet-là avec une justesse et une puissance visuelle et narrative totalement folle. Et tout se passe dans le point de vue d'un adolescent qui a toujours 13-14 ans et qui doit aller, on va dire, à la guerre pour l'effort national pour essayer de contrer les attaques allemandes. Mais lui, il est content, il est heureux, alors que sa mère et ses sœurs ne le sont pas, elles sont totalement déprimées à l'idée de le voir partir, parce que probablement pour toujours. Et il y a cette idée où ce personnage-là va vite comprendre la situation et va vivre une aventure assez folle dans le sens où il va y côtoyer la destruction, la mort, des choses assez atroces. Et dans tout ça, il y a quand même, je trouve, un côté parfois onirique qui est parfois très très passionnant, qui en découle. Ce n'est pas que du cru que pour du cru, c'est souvent dans l'idée de faire ressentir des choses, d'être dans le symbolique, d'être par rapport à des personnages qu'il rencontre, par rapport à des situations qu'il vit, par rapport à tout ça. Et dans tout ça, il donne vraiment l'impression d'y côtoyer beaucoup de mythes. Les mythes qui sont liés à la guerre, qui sont liés à des personnages forts. Et vraiment, c'est un film que je conseille fortement pour ça, et aussi pour cette extrême violence que les Américains n'avaient pas forcément l'habitude de faire, à part pour quelques films comme Apocalypse Now, qui pour moi est plus un film, comme dit lui-même Coppola, c'est pas un film sur la guerre, c'est un film qui est davantage sur le personnage. Et moi je trouve qu'on peut en faire la comparaison avec ce film-là, avec Requiem pour un massacre, qui je trouve aussi est d'une puissance et de composition assez folle. Comme je trouve, et j'ai fait pas mal de points, enfin c'est agréable de voir comme ce n'est pas les cadres habituels, c'est beaucoup plus resserré, et c'est agréable de voir des films qui composent sur ça et qui proposent régulièrement des plans magnifiques qui donnent une implication supplémentaire au récit. Et dans tout ça, je trouve que le film est à voir et c'est un chef-d'œuvre en soi. Donc à fond, c'est tout ça, soit l'acheter, soit le trouver de façon légale.
Donc Requiem pour un massacre, c'est un film de 1985, un film russe réalisé par Elem Klimov. Eleonore, est-ce que tu as une reco pour nous ? Oui, elle a un petit reco livre. Alors, je ne l'ai pas fini cette semaine, mais on va tricher un petit peu parce que j'ai rien vu d'exceptionnel cette semaine, malheureusement. Le livre de Gloria Steinem, Action scandaleuse et rébellion quotidienne, qui est donc comment on appelle ça ? Un recueil de différents écrits qu'elle a pu faire toute sa vie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gloria Steinem, c'est une journaliste féministe des années 70 qui a milité, donc qui était une des figures importantes de la seconde vague du féminisme. Et je crois que c'est un recueil qui a été publié en français il y a très peu de temps, je dirais 2017 ou 2018. Qui est donc passionnant. Elle parle vraiment de plein de sujets différents. Donc ça commence par l'un de ses écrits les plus connus qu'elle a fait quand elle avait 28 ans, où elle s'est infiltrée en tant que bunny dans un club Playboy pour un petit peu parler des conditions de travail, de ce qui était demandé, pas demandé, de s'il y avait des choses un petit peu fallacieuses derrière. Et effectivement, elle a découvert des conditions de travail atroces, mais qui sont plus liées finalement au système capitaliste qu'on peut trouver finalement dans un fast-food avec heures sup non payées, peu de pauses, des demandes de shift assez terribles, mais en plus de ça, une infantilisation du fait du costume. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter, je vais vous laisser le lire qui est passionnant. Et outre cela, elle parle à la fois elle a fait des portraits de femmes importantes. Elle a notamment rencontré Toni Morrison, si je ne m'abuse. Elle parle tout autant d'avortement, de problèmes d'excision, elle a suivi des politiciens lors des élections. C'est un bouquin passionnant et elle a une écriture qui est très humaine. Quand on la lit, on a un petit peu l'impression d'écouter les confessions d'une copine, parce qu'elle a quelque chose dans son écriture qui donne l'impression d'être très proche et avec beaucoup d'empathie, et c'est du coup très agréable à lire, donc je vous le conseille. Redonnez-nous le nom du livre une dernière fois. Oui, pardon, Action scandaleuse et rébellion quotidienne. De Gloria Steinem. Très bien. Alors, on va repartir sur quelque chose d'un petit peu moins sérieux, parce que moi c'était une petite reco série, une série qui n'est pas encore terminée, qui est actuellement diffusée sur Canal+, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, et qu'on a eu l'occasion de voir, donc pourquoi ne pas en parler, c'est La Flamme. Alors La Flamme, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une adaptation de Burning Love, qui est donc une série parodique américaine qui parodie la télé-réalité en général, et plus particulièrement The Bachelor, que nous on avait aussi sous les traits de Greg le milliardaire ou le millionnaire, je sais plus, parce qu'il était très riche ou très très riche, je sais plus. Et donc du coup ça va être avec Jonathan Cohen, c'est d'ailleurs coécrit par lui. Et ça va être donc du coup l'histoire de ce jeune Marc qui doit trouver l'amour, qui est un pilote de ligne, et il va y avoir une tripotée de playmates qui vont venir pour essayer de le séduire dans une émission qui va copier tous les poncifs de ces émissions de télé-réalité où on doit trouver l'amour dans toute l'hypocrisie que ça représente. Et donc voilà, donc ça va être de la parodie pure, extrêmement lourde, on va quand même pas se mentir, et c'est rarement subtil, mais il y a un casting de fou, notamment le casting féminin. Donc on va quand même en citer une grosse partie. Il y a Leila Bekti, il y a Camille Chamou, il y a Florence Foresti qui vient faire un coucou, il y a Anna Girardot, il y a Géraldine Nakache. Est-ce que tu oserais dire le nom de famille d'Adèle ? Il y a Adèle Exarchopoulos. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi pas mal de monde. Il y a Vincent de Dienne, il y a Pierre Ninet, il y a Olivier Barou qui vient faire un coucou également. Voilà, c'est toujours sympa. Il y a Ramzi Bedia, il y a François Civil. Enfin, il y a Vincent Macaigne. Il y a une grande partie du paysage français. Il reste 3 épisodes qui sortiront la semaine prochaine. On imagine qu'il y aura encore d'autres surprises. C'est quand même vraiment très drôle. Il faut évidemment apprécier les archétypes, apprécier un caractère un peu cyclique, puisque ça se fout aussi de la gueule du fait que les télé-réalités, quand t'as vu un épisode, tu les as tous vus. Donc du coup, tout se ressemble et tout se répète, avec des compétitions de ces nanas qui doivent impressionner ce mec-là, qui les choisit toujours pour des mauvaises raisons, des archétypes de fous, Leila Bekti qui gueule tout le temps, et ça vaut le coup d'être relevé parce que elle se donne comme jamais. C'est vraiment très drôle. Est-ce que quelqu'un l'a vu également et veut vite fait en dire 2 mots
Oui, bah oui, je trouvais ça très drôle. Je partais un petit peu en me disant ouais, pourquoi pas, on verra. Et c'est vraiment très drôle. Il y a aussi un petit truc, je sais plus, je crois que j'ai vu ça sur un tweet, donc désolé, je sais plus qui l'avait dit, qui comparait Jonathan Cohen à Michael Scott dans The Office. Et putain, mais c'est tellement ça, le mec perdu qui se croit top du monde, alors que le mec il est juste complètement paumé à côté de la plaque, et c'est assez hilarant de ce côté là. Chez les filles tout n'est pas drôle. Perso, le perso de Florence Foresti il m'a vite saoulée. Châtellerault, mon dieu, elle me sort par le... Bref. On va pas vous dire pourquoi, ne serait-ce que le prénom du personnage tel qu'elle vient de vous le dire en dit long sur ce qu'on y voit. Ou pas. Exactement. Mais mis à part ça, Leila Bekti, par contre, elle est exceptionnelle et elle est très drôle. Et je trouve ça. Alors, par contre, ils ont été très malins dans la manière de filmer, parce que elle est enceinte au moment du tournage et ils essayent par tous les moyens de le cacher, mais ça fonctionne pas. Et du coup, faut quand même saluer l'effort, je trouve. Je n'ai vu que le premier épisode et je l'ai trouvé très intéressant. Des fois, la lourdeur me faisait que je ne riais pas ou je n'étais pas forcément dedans, mais dans l'ensemble, c'était assez drôle parce que Jonathan Cohen et parce que ce casting-là. Et parfois, il y avait quand même de bonnes idées. Mais ouais, non, mais sinon, j'aime bien, mais j'attends de voir la suite pour vraiment me prononcer. Il y a d'ailleurs même une invective du Jonathan Cohen Universe, parce qu'il y a quand même un épisode qui pour moi me faisait penser à des références complètes à Énorme tout du long. Et j'ai trouvé ça assez brillant dans la manière dont c'était montré, dont on montrait que ouais, un personnage paumé c'est un personnage paumé. Voilà, c'est La Flamme, c'est sympathique, c'est sur Canal+, si vous avez envie de le voir. On va s'abandonner là. C'était donc Certains Lamacho. Merci à vous d'avoir écouté l'émission, mais merci également à mes comparses chroniqueurs qui sont là toutes les semaines, qui bravent les tempêtes, qui bravent le Covid, qui bravent tout ça. Merci Marwan. Merci à toi. Merci Éléonore. Enfin, il y en a, ils sont pas là toutes les semaines, hein. Mais merci à toi. Une blague en plus. On embrasse Ellie qui a dû partir. J'allais dire, faut pas, on peut s'abandonner, mais pas comme Virginie Efira dans le film. Hein. Oh non. On embrasse Ellie qui a dû partir. On embrasse Yassa qui devrait revenir sous peu, on espère, elle nous manque. On embrasse Thomas qui n'a pas pu être là cette semaine, mais évidemment on vous embrasse, vous, cher public. Merci donc d'avoir écouté l'épisode. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, likez les épisodes, mettez des petits commentaires, dites-nous vos remarques, on sera ravis de vous écouter. Mettez des étoiles, parce que c'est important les étoiles. Voilà, aidez-nous à avancer avec vous sur ce que vous avez envie d'entendre dans l'émission, sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. On est là. Et évidemment, à la semaine prochaine pour de nouveaux films, pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, bisous. Salut, au revoir. Qui veut commencer ? Éléonore. Allez. Ça commence bien. Pardon. C'était donc Éléonore. Ok, faut que je commence. Sauf si tu veux pas commencer. Non, parce que tu avais l'air motivé. Non, mais je croyais qu'Éléonore avait préparé son truc, c'est pour ça. Ok. Ah, ok. Alors, des vidéos de chats. Donc, en fait, donc... Alors, Mickey, attends. Parce que j'en ai plus besoin. Mickey, alors Mickey. Alors Mickey et Minnie. Qui est le chat plutôt. Mickey vient à une peinture. Hein. Donc... Alors. Ok, donc Mickey. Calme, on se détend. Voilà. Il y a cette idée que les gens qui nettoient les rues ne veulent pas que tu donnes cette idée, visiblement. Mais le silence revient. La montagne vocale va être descendue par Marwan. Je meuble, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, non, il fait un arrêt là. Ah non, mais il y a quelqu'un qui se gare. Bon, bah c'est génial. Est-ce que Marwan avait des extases à chaque fois qu'il y avait un petit chien errant dans le film ? Est-ce que Marwan avait des extases à chaque fois qu'il y avait un petit chien errant dans le film ? Un petit peu, mais moi j'en avais quand il y avait des petits chats. Ah oui, ils sont trop mignons les chatons. Les vidéos de chats, on y revient. Tu disais. Ce que je disais, c'était que... je sais même plus ce que je disais, c'est terrible.